Bonjour, on continue notre séance sur le 19e siècle. Après l'introduction, on étudie aujourd'hui dans une première partie, grand 1, la révolution industrielle avec les relations entre ouvriers et patrons, ce qu'on va appeler l'invention du capitalisme. Alors on va étudier cette séance avec des extraits de films, du film Germinal de Claude Berry, adapté d'un roman d'Émile Zola du 19e siècle, un roman qui avait pour but de montrer la vie réelle des ouvriers, pour dénoncer l'injustice de leur traitement. On étudiera 3 scènes, 2 scènes sur les ouvriers, le travail à la mine et la maison des mineurs, et une scène sur la maison des patrons. Et à partir de ces 3 scènes, vous avez un tableau qui est dans votre fiche de travail qui se trouve sur le cours en ligne, que vous pouvez retrouver aussi dans cette vidéo si vous voulez le recopier. On comparera ces deux familles, pauvres et riches, dans 3 domaines: leur lieu de vie, leur nombre et leur santé, et leurs conditions de travail. On commence par les ouvriers avec les 2 premières scènes que vous trouvez dans les liens ci-dessous pour pouvoir vous les regarder. Donc je vous encourage à les regarder d'abord et puis ensuite à reprendre la vidéo. Donc les ouvriers, la première scène nous présente un vieux qui rencontre le héros de l'histoire qui s'appelle Étienne Lantier. Étienne Lantier, c'est un ouvrier qui a été renvoyé d'une autre usine parce qu'il faisait des mouvements de grève et qui donc se retrouve dans cette mine, le Voreux, dans le nord de la France. On est dans une zone où il y a énormément de charbon et donc énormément d'usines aussi, de fabriques comme on dit à l'époque. On voit d'ailleurs sur cette première scène des éléments qui nous rappellent notre séance d'introduction sur les révolutions technologiques. Vous voyez ici des wagons, des petits wagonnets qui sont sur des rails. Tout ça c'est en acier, donc ce nouveau métal révolutionnaire qui permet de construire des choses plus solides. Et tout ça récupère le charbon qui vient de la fosse. Et cette fosse, elle est reliée à la surface par un ascenseur à vapeur. On voit d'ailleurs dans le film régulièrement cette énorme machine à vapeur qui sert à faire monter l'ascenseur, avec donc les machineurs qui surveillent le baromètre pour pas que la pression augmente. Et d'ailleurs à la fin, la pression augmentera trop. Je vous encourage à regarder la fin, toujours intéressant. Donc dans cette première scène, le vieux surtout nous raconte sa vie, il nous dit pourquoi on l'appelle Bonne Mort. Et en fait, on dit qu'il a eu plein d'accidents. Et donc, en fait, ça nous permet de compléter la troisième ligne de la première colonne sur les conditions de travail. Puisqu'on nous dit qu'il a eu 3 accidents. Il a d'abord été victime d'un effondrement d'une galerie. Donc, il s'est retrouvé sous la terre. Alors, il y avait énormément d'effondrements parce que les mineurs creusaient des galeries. Et surtout, leur priorité, c'était de récupérer le charbon. Parce qu'ils étaient payés au poids de charbon qu'ils ramenaient chaque jour. Donc ils n'avaient pas trop le temps à faire ce qu'on appelle le boisage, ça veut dire à renforcer les galeries. Ce qui fait qu'il y avait souvent des effondrements. Deuxième cause de mortalité, ce qu'on appelle les coups de grisou. En fait, ce sont des explosions causées par des poches de gaz. Donc du coup, les mineurs, ils ont une lampe avec eux, une flamme, et donc s'il y a du gaz, ça peut enflammer, et donc créer une explosion, qui est mortelle, bien sûr. D'ailleurs, au passage, certains mineurs, en particulier les enfants, ceux qui partaient dans les petites galeries d'exploration, ils avaient souvent avec eux un petit animal, soit un rongeur, soit un oiseau, parce que cet animal, qui était plus petit, était très sensible au gaz et donc pouvait s'évanouir immédiatement dès qu'il y avait du gaz, un tout petit peu. Du coup, si l'animal n'était pas en bonne santé, il fallait vite s'en aller. Donc des explosions. Et puis troisième cause de mortalité, la noyade. Alors, ça peut paraître bizarre dans une mine souterraine, mais qu'en fait, quand on creuse le sous-sol, on peut tomber sur des rivières souterraines ou sur des nappes phréatiques. Et dans les 2 cas, c'est l'inondation de la galerie et la mort quasiment certaine. Donc déjà, ça nous apprend que c'est un travail extrêmement dangereux, avec beaucoup de mortalité. Et ça nous apprend aussi que les vieux continuent à travailler longtemps, puisque lui est encore au travail. Et même s'ils sont affectés à des tâches moins fatigantes, comme être à la surface, d'ailleurs on voit sur cette première scène, ce sont que des vieux, c'est quand même très, très difficile. Donc première scène, conditions de travail très difficiles des mineurs. Deuxième scène, on va retrouver la famille de ce vieux, son fils et sa femme et les enfants, leurs 7 enfants. Et on voit que là aussi les conditions ne sont pas très réjouissantes. D'une part, ils se lèvent très tôt pour aller travailler, ils vont travailler dès le matin tôt pour 10 heures de travail. On voit ensuite que la mère dit qu'elle n'a plus d'argent pour acheter à manger. Alors on est le 23 du mois, comme elle dit. C'est-à-dire qu'on est encore loin de la paye. Et puis enfin, ils vont prendre leur déjeuner et il n'y a pas grand-chose à manger. Que des restes et apparemment il n'y a presque plus rien. Donc on est vraiment à la fin, quoi. Donc ils ont des difficultés financières importantes. Et pourtant, si on compte, ils sont 10 dans la famille et sur ces 10, il y en a 6 qui travaillent à la mine.
le père, le grand-père et 4 des enfants, les 4 plus grands. Ce qui fait quand même que nous avons 6 salaires, c'est énorme. Et pourtant, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors sur notre tableau, on a pas mal de choses à remplir. Donc on va rajouter lieu de vie et famille. Donc famille, ils sont 10, dont 7 enfants, et 4 enfants qui travaillent, plus les 2 adultes, ça fait 6. Et dans le lieu de vie, une seule pièce, ah oui on l'a pas dit, hein, ils dorment tous dans la même pièce, hein, donc c'est quand même pas très confortable. Ils sont pauvres, hein, c'est ce qu'ils disent, et puis ils n'ont pas assez à manger. Si on fait le bilan de cette famille ouvrière, on voit donc que malgré toute la richesse annoncée dans l'introduction, eh bien, cette richesse, elle n'apparaît pas du tout chez ces ouvriers. Donc l'enrichissement du 19e siècle en Europe, là, pour le coup, on ne le voit pas. Alors, ce film, c'est une fiction, bien sûr, hein, c'est une reconstitution. Mais si on le compare avec les documents d'époque, ben, on est complètement dans la réalité. Là, vous voyez par exemple une famille ouvrière en Allemagne en 1900. Alors le film, lui, est censé se passer dans les années 1860. 1900, on est encore au 19e siècle. Et donc du coup, on voit, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Donc un père avec 5 enfants, tout ça dans une grande pièce qui sert à tout le monde, la mère qui reste à la maison mais qui sans doute fait des petits travaux pour augmenter son salaire. Donc on est à peu près dans le même type de situation. On voit aussi que les femmes travaillent jusqu'à ce qu'elles soient mariées et des enfants. Les enfants travaillent. Dans la mine, on appelle ça dans le nord de la France des galibots. Donc ils étaient volontaires, spécifiquement choisis parce qu'entre 6 et 10 ans, ils étaient extrêmement petits et donc ils pouvaient passer partout pour explorer des nouvelles galeries par exemple. Mais du coup, ils avaient un métier extrêmement dangereux, hein, donc beaucoup de morts parmi les enfants. Mais bon, et en plus, ils étaient très mal payés, hein, beaucoup moins bien que les adultes. Les adultes, justement, qu'on retrouve, hein, alors les premières photos des années 1850 nous permettent de voir ces mineurs du Nord, hein, aux métiers très difficiles, avec des maladies liées au charbon, hein, avec une tradition aussi, hein, qu'on retrouve encore dans le nord de la France, hein, chez les ch'tis. Tradition, vraiment cette culture, hein, du terril, du paysage minier, qui est toujours aujourd'hui présent. D'ailleurs, on a encore des traces de maladie du charbon, cette maladie quand on inhalait de la poussière de charbon dans la mine. Elle est toujours présente dans certaines familles. Alors, si on résume tout ça dans un premier paragraphe que vous pourrez recopier sur votre cahier, donc malgré l'enrichissement de l'Europe, on l'a vu, malgré les nouvelles technologies, machines à vapeur qui ont besoin de charbon, sidérurgie pour l'acier, eh bien les ouvriers ont un niveau de vie faible. Ils ont de faibles salaires, en tout cas c'est ce qui apparaît. Ils travaillent énormément, hein, on est à 60 heures par semaine, 10 heures par jour sur 6 jours. Ils ne travaillent pas le dimanche. Ils n'ont pas de vacances non plus, ça n'existe pas les congés payés. Par contre, ils ont des jours fériés, hein, à Pâques, à Noël, pour les fêtes religieuses. Et puis les enfants et les vieux travaillent, donc ça fait quand même des conditions difficiles. Alors on va comparer ça avec les patrons. Deuxième partie, et deuxième série d'extraits avec, toujours au début du film, hein, si vous regardez c'est le début du film, la mère de famille qui va donc aller rendre visite au patron dans la grande maison pour essayer d'obtenir un peu d'argent. Alors là, le film montre de manière très claire, hein, les différences de richesse. La première scène, on voit le parc avec des domestiques qui accueillent le cousin à cheval, des chiens, sans doute des chiens de chasse, la maison qui ressemblerait plutôt à un château, et puis l'intérieur très confortable, des domestiques qui servent la jeune fille de la famille, hein, qui prend son petit déj. Elle ne s'est pas levée tôt, elle, contrairement aux mineurs. Elle est encore à la brioche, alors ça fait des heures que les ouvriers sont au travail. Et puis ils sont pas beaucoup dans la famille, ils sont que 3. Hein. Et apparemment, leur conversation, c'est surtout des loisirs. Ils parlent des loisirs des enfants. Si on prend notre tableau et qu'on compare avec les ouvriers, lieu de vie, famille et travail, qu'est-ce qu'on va voir? Lieu de vie, donc la maison bourgeoise, intérieur confortable, les domestiques, un parc, des animaux. Un seul enfant, donc une famille de 3 personnes. Alors là, c'est quelque chose de très classique, hein, qu'on retrouve en géographie, y compris aujourd'hui. Plus un pays est pauvre, plus un milieu est pauvre, plus les gens font d'enfants. Parce qu'en fait, ce sont des milieux où le métier est souvent un métier sans diplôme, sans formation, et où en fait les enfants vont pouvoir travailler très tôt. Donc dans une famille, plus il y a d'enfants, plus ça va permettre d'amener d'argent ou de production agricole dans la famille. Donc ça, c'est une richesse. L'enfant est une richesse. Dans un milieu riche, c'est le contraire. L'enfant, il va falloir l'éduquer, il va falloir le former à un haut niveau, et du coup, ça va coûter cher. Donc l'enfant est un coût. Donc on va en faire moins pour essayer plus de prendre soin. Ce qui fait aussi d'ailleurs que dans les familles riches ou dans les pays riches, on va plus forcément mettre en avant la contraception, les moyens pour limiter les naissances. Ce qui n'était pas encore très développé au 19e siècle.
Alors, les conditions de travail, enfin pour terminer, donc plutôt des loisirs. Alors on nous parle dans le film des filles qui font du piano, qui sont devant leur chevalet, c'est-à-dire qui font de la peinture. Et le père, lui, ils sont là à prendre leur petit déj, ils sont pas au travail, hein, et par contre on nous dit qu'il a des actions. On va y revenir juste après. Alors ces bourgeois, on les retrouve dans les documents de l'époque. Hein. Ils ont une tenue spécifique d'ailleurs, hein, qu'on retrouve dans les peintures de Degas par exemple. Cette tenue, c'est le haut de forme, hein, c'est le costume 3 pièces. Les femmes qui ont des tenues de soirée, et toute cette classe, cette société bourgeoise se réunit dans des salons, dans des fêtes. Et justement, c'est dans ce milieu-là, un milieu cultivé, éduqué, qui a les moyens de payer de l'école à leurs enfants, que vont apparaître les inventeurs et les inventions. Donc les James Watt, les Gustave Eiffel, ce sont des gens issus du milieu bourgeois, hein, tout comme les intellectuels du 19e siècle. Hein. Karl Marx, par exemple, est un bourgeois. Et dans ce milieu bourgeois, ces inventeurs, ces innovateurs, ils vont faire marcher leur réseau pour trouver des financements. Et là, on en arrive à un sujet fondamental du 19e siècle, c'est que toutes ces inventions, elles reposent sur un investissement de départ. Faire une machine à vapeur, faire un téléphone, un avion, une voiture à explosion, un moteur à explosion, ça nécessite un gros investissement de départ. Et donc, ces bourgeois, ils vont solliciter d'autres gens qui ont de l'argent, peut-être, et pas forcément d'idées, pour les financer. Mais comme c'est un milieu marchand, ça va être basé sur un échange. On va se retrouver dans des lieux qu'on va appeler les bourses. Et donc, eh bien, ceux qui ont un projet vont demander de l'argent à d'autres bourgeois en échange de donner une partie des bénéfices. C'est-à-dire qu'en gros, on dit j'ai un projet qui va rapporter beaucoup d'argent. Si vous investissez, une fois que je serai riche, tous les bénéfices que je recevrai, vous toucherez un pourcentage. Un dividende s'appelle, une division du bénéfice. Évidemment, ça sous-entend aussi que quand vous achetez, vous donnez de l'argent, on va vous donner une preuve d'achat, ce qu'on va appeler une action. Donc là, par exemple, vous avez une action, 100 francs, mais vous allez en acheter des centaines, des milliers, pour avoir 1 million peut-être d'achats. Et avec, vous avez des coupons qui correspondent finalement à une preuve que vous avez prêté de l'argent à l'entreprise. Et quand ils vont faire un bénéfice, avec ce coupon, vous allez obtenir chaque année, ou à une date fixe, une partie des bénéfices, ce qu'on appelle le dividende. Et donc vous êtes devenu un actionnaire, puisque vous avez des actions. Alors ça se passe dans des lieux qu'on appelle les bourses. Je vous ai montré celle de Londres, qui est la plus ancienne, une des plus anciennes. À Paris aussi, puisque l'Angleterre et la France sont les deux pays les plus en avance au niveau révolution industrielle. La bourse de Paris, qu'on appelle le Palais Brognard, où on retrouve ces bourgeois à chapeau haut de forme, toujours les mêmes. Vous avez celle de Bruxelles aussi. Et donc ça va vous donner une société où justement c'est ceux qui possèdent l'argent au départ, le capital, qui ont le pouvoir. Donc, résumé de tout ça, qu'on peut noter dans le cours, les patrons sont issus des anciennes classes dirigeantes, donc les bourgeois des villes qu'on avait vus dans les cours du Moyen-Âge de 5e, les anciens nobles qui après la Révolution essayent finalement de se reconvertir, les marchands, et ils s'enrichissent. Ils se réunissent dans des associations qu'on va appeler les bourses, ils se prêtent de l'argent et ils vont acheter des actions pour investir dans les nouvelles machines, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Quand vous avez des nouvelles sociétés dans le numérique, dans la téléphonie, on va mettre des actions en bourse. Les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, sont cotés en bourse et on peut acheter des actions. Ces actions prennent différentes formes. En fait, il y a une preuve que vous avez acheté de l'argent, vous avez prêté de l'argent et en échange, des coupons. Bon, ici encore, là, ce sont des compagnies de mines à chaque fois. Et donc, très important, on entre dans un système capitaliste, puisque c'est ceux qui ont le capital, ceux qui possèdent l'argent au départ, le capital, s'enrichissent beaucoup. Et les entreprises, quand ils font des bénéfices, donnent des intérêts aux actionnaires. Ce qui veut dire que la priorité d'un patron, c'est de donner l'argent aux actionnaires à la fin de l'année, pas aux ouvriers. C'est pour ça que les ouvriers sont mal payés, parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout prioritaires dans le système capitaliste. Le capitalisme, cette invention du 19e siècle, enfin en tout cas qui se renforce fortement au 19e siècle, c'est donc une société qui enrichit les riches, qui est idéale pour ceux qui avaient déjà du capital au départ. Par contre, les pauvres, eux, restent pauvres. Et la conclusion de cette première séance, c'est que c'est une société injuste. Si on compare nos deux tableaux, on voit que les lieux de vie, d'un côté c'est la super grande richesse, de l'autre côté c'est la grande pauvreté, que c'est des familles en bonne santé, d'autres où ils sont nombreux mais ils vont mal, et que c'est des conditions de vie et de travail très dures d'un côté et de loisirs absolus de l'autre. Et la scène finalement qui symbolise tout ça, c'est quand la mère vient demander de l'argent
au bourgeois, alors on va lui donner des vêtements et on va lui dire non, 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 si vous n'avez pas d'argent, c'est votre faute, vous n'aviez qu'à faire des économies. Donc vous êtes responsable. Donc les bourgeois disent, si nous sommes riches, c'est parce que on a mérité, parce qu'on a beaucoup travaillé, et que les ouvriers, ils ne méritent pas. Ce qui est effectivement une vision un peu injuste de la situation. Voilà, donc ça c'est notre première séance sur la révolution industrielle, et justement, comme elle est injuste cette société, elle va entraîner des révoltes, et c'est ce qu'on étudiera dans la prochaine séance, comment finalement il va y avoir une réaction à ce capitalisme injuste, réaction qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui. Voilà, donc la suite au prochain numéro, je vous remercie.